Attention, si j'ai l'air détaché, ce n'est pas le cas. La famine touchait 282 millions de personnes en 2021, ce n'est pas un sujet à prendre par-dessus la jambe. Et je me demande si les personnes qui se servent de cet argument ne sont finalement pas les plus détachées. Générique. Mesdames, messieurs non-binaires, bienvenue dans la pilule rouge. Dans cette vidéo, nous allons aborder des thèmes qui vont vous permettre de penser les émotions de manière rationnelle et de comprendre comment, chez un autre individu, peut s'élaborer la pensée et voir pourquoi il se fourvoie dans son raisonnement. Suivez-moi, je vais vous fournir quelques outils. Pour un individu qui croit, il y a plusieurs façons de constituer ses croyances. Il y a les infos que le sujet va prendre en compte parmi celles qu'on lui propose, il y a les questions qu'il se pose ou que nous le poussons à se poser. Il y a les liens qu'il fait entre les différents éléments et la façon dont le cerveau va reconstituer les pièces du puzzle. Mais sur la base d'un cerveau imparfait, les liens que nous faisons ne sont pas toujours justes, voire souvent faux, et pire, influencés par des questions posées. Notre cerveau va fonctionner pour ne pas gaspiller trop d'énergie, et nous allons donc faire un tas de raccourcis foireux. Même si cela n'a pas de sens pour la majorité des gens, cela en a pour le sujet qui est tenant d'hypothèses alternatives. Les personnes qui cherchent à défendre leur point de vue en dépit des éléments concrets qui composent la réalité dite commune, celle basée sur des affirmations scientifiques et qui font consensus et non pas qu'on s'en branle, nous pouvons alors penser que le sujet d'un point de vue subjectif considère sa vérité comme vérité objective et que par conséquent il admet son point de vue comme le seul qui compte au détriment des arguments que nous lui avançons. Il faut donc considérer le dialogue avec les tenants de théories alternatives non pas comme un combat qui vise à le faire changer de point de vue, de croyance ou de paradigme, mais plutôt un échange et un questionnement sur sa vision de la réalité. Qui n'a jamais entendu « Finis ton assiette, y en a qui meurent de faim en Afrique !» Ouais, mais si je mange tout, ils ne pourront pas manger plus. Et je n'ai aucun impact sur la famine qui sévit dans le monde. Bien que cela soit dramatique, finir mon assiette ne sera pas plus utile que de faire culpabiliser une personne sur son petit appétit. Le but de l'appel à l'émotion est de susciter la pitié ou de faire culpabiliser une personne pour tenter d'influencer son jugement et tenter de faire pencher la balance en faveur d'un raisonnement fallacieux. Cet effet est utilisable aussi bien en discussion en tête-à-tête que dans une communication devant un public, genre conférence. La loi de Brandolini, pour résumer et faire simple, c'est une loi qui veut qu'il est plus coûteux en temps et en énergie de rétablir une vérité que d'affirmer une connerie. Car pour établir une vérité, il y a un tas de processus pour vérifier ce qu'il y a à vérifier. Cela prend un temps monstre. Mais la loi de Brandolini, c'est pas l'histoire de le mensonge prend l'ascenseur et la vérité les escaliers ? Si, effectivement, c'est tout à fait ça. Pour un mensonge affirmé, il faut dépenser beaucoup plus de temps pour établir la vérité. La charge de la preuve, c'est ce que nous devons impérativement mettre en place, c'est-à-dire citer des sources. Si nous devons affirmer un argument pour s'opposer à un opposant, nous devons fournir une référence, un nom, un article, une preuve, quelque chose quoi. Un truc qui va nous dire « Ah oui, tu tiens cette info de là, je vais donc vérifier ». À savoir que ce qui sera affirmé sans preuve pourra être réfuté de la même manière. Cela évitera les arguments irréfutables et nous ne perdrons pas d'énergie en explications durement élaborées. Les arguments irréfutables sont des pièges dans lesquels nous ne devons pas tomber, car là aussi c'est une perte de temps. J'ai une règle personnelle que j'applique. Au bout du troisième « oui mais », quand j'aborde un sujet, j'arrête de discuter, d'autant plus si les contre-hypothèses ne tiennent pas la route, supposition douteuse, supposition d'intention, bref, rien de factuel et des éléments basés que sur du vent ou de la mauvaise foi. D'ailleurs, l'argument irréfutable est plus proche de la mauvaise foi qu'autre chose. Le millefeuille argumentatif est la succession d'affirmations fausses
et de préférence qui laisse supposer que notre interlocuteur est un ignorant sur un sujet. Il a pour vocation de submerger, d'impressionner l'autre pour ne pas lui laisser la possibilité de répondre. Et surtout, ne pas répondre de manière structurée à toutes les questions qui lui sont posées. Et laisser ainsi la contre-argumentation se dérouler, laissant notre opposant passer pour un ignorant. Ce que je vais appeler le changement de groupe social, c'est la capacité qu'une personne a de changer de groupe. L'individu va choisir d'appartenir à un groupe parce que le dit groupe a des valeurs qui lui correspondent. Néanmoins, il se peut que dans des processus d'échange et de réflexion, les valeurs de l'individu changent, et que le temps aidant, l'individu change de groupe, car l'appartenance aux valeurs a lui aussi évolué. Après avoir discuté avec une amie, j'ai changé le terme que je voulais utiliser. Je ne sais pas si tu regardes ces vidéos, en tout cas, petit message personnel, Bobo à jamais dans nos cœurs. Maintenant que vous savez, attaquez-vous aux idées et non pas aux personnes. Restez critiques et à la revoyure.